Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quel bizarre bruit. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'Annie, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse, et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, comme il se nomme, à peine pouvez-vous dire quel est cet homme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret. Pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. La plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non! Vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorylas qu'il est trop importun, et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Fort bien. Vous vous moquez? Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir.
J'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morble, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce n'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Vous les agrandez à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Et les autres, pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde par de sales emplois, s'est poussé par le monde. Et que, par eux, son sort de splendeur revêtue fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux, qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme, scélérat maudit, tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brigue un rang qu'à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice on garde des mesures, et parfois il me prend des mouvements soudains, de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur, et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur, des vertus des vieux âges, heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir semer et de corriger le monde. J'observe comme vous, sans chose tous les jours, qui pourrait mieux aller prenant un autre cours. Mais, quoiqu'à chaque page on puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit peut-être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe, autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme, pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler, sans que je sois morbleu. Je ne veux point parler tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins.
et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Et qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite? Qui je veux, la raison, mon bon droit, l'équité. Aucun juge par vous ne sera visité? Non, est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brique est fâcheuse. Et non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison. Ne vous y fiez pas. Je ne remuerai point. Votre parti est forte et peut, par sa cabale, entraîner. Il n'importe. Vous vous tromperez. Soit, j'en veux voir le succès. Mais J'aurai le plaisir de perdre mon procès. enfin, Je verrai, dans cette plaiderie, si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers. quel Je voudrais, m'en coûta-t-il grand-chose pour la beauté du fait d'avoir perdu ma cause. on se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si l'on vous entendait parler de la façon. Tant pis pour qui rirait. Cette rectitude, que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez? Je m'étonne pour moi qu'étant comme il le semble, vous et le genre humain si fort liés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ses liens, Célimène l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que leur portant d'une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas, ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer. En dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme de ces vices du temps pourra purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle? Oui, parbleu. Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, sa cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère, et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour. Et la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Madame, madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et
Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on vous voit obsédé. Et mon cœur, de cela, ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux, et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités, et sa complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la couille. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre cri tendre a l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Serait-ce pas l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer? Serait-ce par les appâts de sa vaste rein grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Sa façon de rire et son ton de faussaire ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Bien justement de lui, vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, dans ce qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis? Gardez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux? C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est surtout s'épancher. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimé? Et quel lieu de le croire, mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici, et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez contents. Ah, morbleu! Faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle pas, et fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde. Ah oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir. Et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a vu jamais un amour si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert et voyons d'arrêter. Qu'est-ce? Un caste là-bas. Eh bien, faites monter. Quoi? L'on ne peut jamais vous parler tête à tête?
à recevoir le monde où on vous voit toujours prête. Et vous ne pouvez pas. Un seul moment de tous vous résoudre à souffrir de n'être pas chez vous. Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire? Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire. Cet homme à jamais ne me le pardonner s'il savait que sa vue eût pu m'importuner. Et que vous fait cela pour vous gêner de sorte... Mon Dieu! De ces pareils, là, bien quelqu'un s'importe. Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire. Et jamais, quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre jugement. Voici qui tombe encore, madame. Justement, Où courez-vous? je sors. Demeurez. Pourquoi faire? Demeurez. Je ne puis. Je le veux. Point d'affaire. Ces conversations ne font que m'ennuyer. Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Je le veux, je le veux. Non, il m'est impossible. Eh bien, allez, sortez! Il vous est tout loisible. Voici les deux marquis qui montaient avec nous. Voulait-on remédier? Oui! Des sièges pour tous! Vous n'êtes pas sorti? Non. Mais je veux, madame, ou pour eux ou pour moi, faire expliquer votre âme. Taisez-vous! Aujourd'hui, vous vous expliquerez. Vous perdez le sens! Point, vous vous déclarerez, vous prendrez parti. Vous manquez, je pense. Oh, mais vous choisirez. C'est trop de patience. Parbleu! Je viens du Louvre, où Cléon trop levé, madame, a bien paru ridicule achevé. N'a-t-il point quelque ami qui pût, sur ses manières d'un charitable avis, lui prêter les lumières? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord. Et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Parle! S'il faut parler de gens extravagants, je viens d'en essuyer un des plus fatigants. D'abord, le raisonneur qui m'a, ne vous déplaise, 1 heure au grand soleil tenu hors de ma chaise. C'est un parleur étrange et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte. Ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Ce début n'est pas mal, et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. Tinante encore, madame, est d'un bon caractère. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, qui vous jette en passant un coup d'œil égaré, et sans aucune affaire, et toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde, à force de façon s'il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas pour rompre l'entretien. Un secret à vous dire? Et ce secret n'est rien. De la moindre vétille, il fait une merveille, et jusque ce bonjour, il dit tout à l'oreille. Et Gérald, madame. Oh, l'ennuyeux conteur. Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. On dit qu'avec Bélise, il est du dernier bien. Le pauvre esprit de femme et le sec entretien. Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre. Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire. Et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. En vain pour attaquer son stupide silence. De tous les lieux communs, vous prenez l'assistance. Le beau temps, et la pluie, et le froid, et le chaud sont des fonds qu'avec eux on épuise bientôt. Cependant, sa visite assez insupportable,
traîne en une longueur encore épouvantable. Et l'on demande l'heure, et l'on baille 20 fois, qu'elle grouille aussi peu qu'une pièce de bois. Que vous semble d'Adras? Ah, quel orgueil extrême! C'est un homme gonflé de l'amour de soi-même. Son mérite jamais n'est content de la cour. Contre elle, il fait métier de pester chaque jour. Et l'on ne donne emploi, charge ni bénéfice qu'à tout ce qu'il se croit, on ne fasse injustice. Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? Que de son cuisinier il s'est fait un mérite, et que c'est à sa table à qui l'on rend visite. Il prend soin d'y servir des mets fort délicats. Oui, mais je voudrais bien qu'il ne s'y serve pas. C'est un fort méchant plat que ça saute personne, et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu'il donne. On fait assez de cas de son oncle d'ami, qu'en dites-vous, madame? Il est de mes amis. Je le trouve honnête homme et d'un air assez sage. Mais si vous avez trop d'esprit comme jeune âge, il est guindé sans cesse, et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, rien ne touche son goût tant il est difficile. Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit, et pense que louer n'est pas d'un bel esprit, que c'est être savant que trouver à redire, qu'il n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire, et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps, il se met au-dessus de tous les autres gens. Aux conversations même il trouve à reprendre, ce sont propos trop bas pour y daigner descendre. Et, de bras croisés du haut de son esprit, il regarde en pitié tout ce que chacun dit. Dieu-me-donne, voilà son portrait véritable. Pour bien peindre les gens, vous êtes admirables. Allons! Ferme! Poussez! Mes bons amis de cour, hein, vous n'en épargnez point, et chacun à son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre, qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main, et d'un baiser flatteur, appuyer les serments d'être son serviteur. Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse, il faut que le reproche à madame s'adresse. Non, morbleu, c'est à vous. Et vos rires complaisants tirent de son esprit tous ses traits médisants. Son humeur satirique est sans cesse nourrie par le coupable encens de votre flatterie. Et son cœur, raillé, trouverait moins d'appât s'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas. C'est ainsi qu'aux flatteurs, on doit partout se prendre, des vices où l'on voit les humains se répandre. Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand, vous qui contaminez ce qu'en eux on reprend? Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? À la commune voix veut-on qu'il se réduise, et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux? Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire, et penserait paraître un homme du commun si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charmes qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Les rieurs sont pour vous, madame, c'est tout dire. Et vous pouvez pousser contre moi la satire. Mais s'il est véritable aussi que votre esprit se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit, et que par un chagrin que lui-même il l'avoue, il ne saurait souffrir qu'on blâme ni qu'on loue. C'est que jamais, morbleu, les hommes n'ont raison, que le chagrin contre eux est toujours de saison, et que je vois qu'ils sont, sur toutes les affaires, loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Mais Non, non, madame, non. Quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir. Et l'on a tort, ici, de nourrir dans votre âme ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme. Pour moi, je ne sais pas. Mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici madame sans défaut.
De grâces et d'attraits, je vois qu'elle est pourvue. Mais les défauts qu'elle a ne frappent pas ma vue. Ils frappent tous la mienne. Et loin de les cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments et dont à tout propos et molle complaisance donnerai de l'encens à mes extravagances. Enfin, s'il faut qu'un vous s'en rapporte les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs et du parfait amour mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet d'aimer tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner de favorables noms. La paille est au jasmin en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La mer a de la taille et de la liberté, la grâce, et dans son port pleine de majesté. La malpropre sur soi de peu d'attraits chargés est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La naine, un abrégé des merveilles et des cieux. L'orgueilleuse, A le cœur digne d'une couronne. La fourbe a de l'esprit. La sotte est toute bonne. La trop grande parole est d'agréable humeur. Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime, jusqu'au défaut, des personnes qu'il aime. Et moi, je soutiens, moi, brisons-la ce discours. Et dans la galerie, à l'enfer de Tours. Quoi? Vous en allez, messieurs? Non pas, madame. peur de leur départ occupe fort votre âme. Sortez quand vous voudrez, monsieur. Mais j'avertis que je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne l'appelle ailleurs de toute la journée. Moi, pourvu que je puisse être au petit coucher, je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. C'est pour rire, je crois. Non, en aucune sorte. Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Cher Marquis, je te vois là bien satisfaite. Toute chose t'égaye et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu, sans éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Parle-le. Je ne vois pas, lorsque je m'examine, comprendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison qui se peut dire noble, avec quelques raisons. Et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout nous devons faire cas, on sait, sans vanité, que je n'en manque pas. Et l'on m'a vu pousser dans le monde d'une affaire d'une assez
vigoureuse et gaillarde de manière. Pour de l'esprit, j'en ai, sans doute, et du bon goût. À juger sans étude et raisonner de tout, à faire aux nouveautés dont je suis idolâtre. Figure de savant sur les bancs du théâtre, y décider en chef et faire du fracas à tous les beaux endroits qui méritent des... Je suis assez adroit, j'ai bon air, bonne mine, les dents belles surtout, et la taille fort fine. Quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter, qu'on serait malvenu de me le disputer. Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut par tout pays être content de soi. Oui. Et trouvant ailleurs des conquêtes faciles, pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi, parle. Je ne suis de taille ni d'humeur à pouvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, à brûler constamment pour des beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, et chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher par des soins d'une très longue suite d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rares que soient les mérites des belles, je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elle. Pour se faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qui ne leur coûte rien. Et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances, il faut qu'à frais communs se fassent les avances. Tu penses donc, marquis, être fort bien ici? J'ai quelques lieux, marquis, de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même. Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet. Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait? Je me flatte, Sur quoi fonder tes conjectures? je m'aveugle, Je n'ai pas que tu sois sûr. je m'abuse, je te dis. Est-ce que de ces vœux, Samuel ne t'a fait quelques secrets aveugles? Non, je suis maltraitée. Pour moi, je te prie. Je n'ai que des regrets. Ah, laissons la raillerie et me dis quel espoir on peut t'avoir donné. Je suis le misérable étoile fortunée. On a pour ma personne une aversion grande. Et quelqu'un de ces jours, il faut que je me pende. Rosa, veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux, que nous tombions d'accord d'une chose tous deux? Que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au cœur de Célimène, l'autre ici fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu? Ah, parbleu, tu me plais avec un tel langage. Et du bon de mon cœur, à cela je m'engage. Mais chut, encore ici? L'amour retient nos pas. Je viens d'ouïr rentrer un carrosse là-bas. Savez-vous qui c'est? Non. Arsinoé, madame, m'ont dit si bon pouvoir. Que me veut cette femme? L'union de la bague est à l'entretenir. De quoi s'avise-t-elle? Et qui l'a fait venir? Pour cru de consommer, envieux elle le passe. Et l'ardeur de son Mais zèle. oui, franche grimace. Dans l'âme, elle est du monde et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie les amants déclarés dont une autre est suivie. Et son triste mérite, abandonné de tous, contre le siècle aveugle et toujours en courroux. Elle le tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuses solitudes. Et pour sauver l'honneur de ses faibles appas, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Cependant, un amant pleurait fort à la dame. Et même pour Alceste, elle attendra ses dames. Ce qui me rend de soins outrage ses attraits, elle veut que ce soit un vol que je lui fais. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle le cache, en tous endroits sous main contre moi se détache. Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon gré. Elle est impertinente au suprême degré. Ah! Quelle heure
sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah mon Dieu, je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous du discours on tournait à la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en passe, et que si vous vouliez tous vos déportements, pourrait m'en donner prise au mauvais jugement. Pour que j'y crois, au fond l'honnêteté blessée m'en préserve le sel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en peux donc reconnaître à l'instant la faveur pour un avis aussi qui touche votre honneur. Et, comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi le public, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui parlant des vrais soins d'une aveugle qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence, que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence. Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame fut blâmée d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est à bien prier exacte au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paye point.
Dans tous les lieux des Vosges, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on peut faire, et qu'encore faut-il ne s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a donné le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sens est ravi vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle, et nous prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi de vous. Oh, madame, de vous je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun raison suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps. Madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et faites sonner terriblement votre âge. Ce que, de plus que vous, on en pourrait avoir, n'est pas un si grand cas pour son temps prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on monte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des apports. Hélas! Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine, et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix, aujourd'hui, l'on peut les engager? Pensez-vous faire croire à voir comme tout roule, et votre seul mérite attire cette foule, qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments, qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant.
Et de là, nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances. Qu'aucun, pour nos beaux yeux, n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appas. Ne traitez pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager, et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire par ce rare secret. Efforcez-vous de plaire, et sans Raison, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien, et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame, et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais, sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur, car pour le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre, que sans me faire tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame, elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Vous voyez, elle veut que je vous entretienne, attendant un moment que mon carrosse vienne. Et jamais tous ces soins ne pouvaient m'offrir rien qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien. En vérité, les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour et l'estime, et le vôtre sans doute a des charmes secrets qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts. Je voudrais que la cour, par un regard propice à ce que vous valez, rendit plus de justice. Vous avez à vous plaindre, et je suis en courroux quand je vois chaque jour qu'on ne fait rien pour vous. Moi, madame? Et sur quoi pourrais-je en rien prétendre? Quel service à l'État est ce qu'on m'a vu rendre? Qu'ai-je fait, s'il vous plaît, de si brillant de soi pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi? Tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices n'ont pas toujours rendu de ces fameux services. Il faut l'occasion, ainsi que le pouvoir, et le mérite enfin que vous nous faites voir de vrai. Mon Dieu! Laissons mon mérite de grâce. De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse? Elle aurait fort à faire, et ses soins seraient grands d'avoir à déterrer le mérite des gens. Laissons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour. Mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour. Et pour vous découvrir là-dessus mes pensées, je
disant cela, songez-vous, je vous prie, que cette personne est madame, votre amie. Oui, mais ma conscience est blessée en effet de souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait. L'état où je vous vois afflige trop mon âme. Et je vous donne avis. On trahit votre flamme. C'est me montrer un tendre mouvement. Et de pareils avis obligent un amant. Oui. Toute mon amie, elle est, et je la nomme, indigne d'asservir le cœur d'un galant homme. Et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs. Oh, cela se peut, madame, on ne voit pas les cœurs. Mais votre charité, ce serait bien passé de jeter dans le mien une telle pensée. Si vous ne voulez pas être désabusé, il faut ne vous rien dire. Il est assez aisé. Non, mais sur ce sujet, quoi qu'on nous expose, les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose. Et je voudrais, pour moi, qu'on ne me fît savoir que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir. Eh bien, c'est assez dit. Et sur cette matière, vous allez recevoir une pleine lumière. Oui, je veux que de tout vos yeux vous fassent foi. Donnez-moi seulement la main jusque chez moi. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du quart de votre belle. Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, on pourra vous offrir de quoi vous consoler. Dans ses façons d'agir, il est fort singulier, mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier. Et la sincérité dont son âme se plie a quelque chose en soi de noble et d'héroïque. C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui, et je la voudrais voir partout, comme chez lui. Pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne de cette passion où son cœur s'abandonne. De l'humeur dont le ciel a voulu le former, je ne sais pas comment il s'avise d'aimer. Et je sais moins encore comment votre cousine peut être la personne où son penchant l'incline. Cela fait assez voir que l'amour dans les cœurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur, et que toutes ces raisons de douce sympathie, dans cet exemple-ci, se trouvent démenties. Mais croyez-vous qu'on l'aime aux choses qu'on peut voir? C'est un point qui n'est pas fort aisé de savoir. Comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime? Son cœur, de ce qu'il sent, n'est pas bien sur lui-même. Il l'aime quelquefois sans qu'il le sache bien, et croit aimer aussi, parfois, qu'il n'en est rien. Je crois que notre ami, près de cette cousine, trouvera des chagrins puisqu'il ne s'imagine. Et s'il avait mon cœur à dire vérité, il tournerait ses voeux tout d'un autre côté. Et par un choix plus juste, on le verrait, madame. Profitez des bontés que lui montre votre âme. Pour moi, je n'en fais point de façon, et je crois qu'on doit, sur de tels points, être de bonne foi. Je ne m'oppose point à toute sa tendresse. Au contraire, mon cœur, pour elle, s'intéresse. Et si c'était qu'à moi, la chose de pu tenir, moi-même,
aussi dans un tel choix, comme tout se peut faire, son amour éprouver quelque destin contraire. S'il fallait que d'un autre, on couronna les feux, je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux, et le refus souffert en pareille occurrence ne m'y ferait trouver aucune répugnance. Et moi, de mon côté, je ne m'oppose pas, madame, à ces bontés qu'ont pour lui vos abats. Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire de ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire. Mais si par un hymen qui les joindrait tous deux, vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux, tous les miens tenteraient la faveur éclatante qu'avec tant de bonté votre âme lui présente. Heureux, si quand son âme s'y pourra dérober, elle pouvait sur moi, madame, retomber. Vous vous divertissez, Philinte. Non, madame, et je vous parle là du meilleur de mon âme. J'attends l'occasion de m'offrir hautement, et de tous mes souhaits, j'en presse le moment. Ah, faites-moi raison, madame, d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir? J'ai que sans mourir, je ne puis concevoir. Et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure. Mon amour, un sort de fait. Je ne saurais parler. Que votre esprit un peu tâche à se rappeler. Ô ciel! Faut-il qu'on joigne à tant de grâce les vices sautilleux des âmes les plus basses? Mais encore, qui vous peut? Ah, tout est ruiné. Je suis trahi. Je suis assassiné. Célimène, eût-on pu croire cette nouvelle? Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle. Avez-vous pour le croire un juste fondement? Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement. Et votre esprit jaloux prend parfois des chimères. Ah, mon peu! Mêlez-vous un peu de vos affaires. C'est de sa trahison n'être que trop certain que l'avoir dans ma poche écrite de sa main. Oui, madame, une lettre écrite pour Oronte a produit, à mes yeux, ma disgrâce et sa honte. Oronte, dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins, et que de mes rivaux je redoutais le moins. Une lettre peut bien tromper par l'apparence et n'est pas quelquefois si coupable qu'on pense. Assez, encore un coup, laissez-moi, s'il vous plaît, et ne prenez souci que de votre intérêt. Vous devez modérer vos transports. Et l'outrage. J'avoue, madame, qu'appartient cet ouvrage. C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente qui trahit lâchement une ardeur si constante. Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur. Moi, vous venger? Comment? En recevant mon cœur. Acceptez-le, madame, au lieu de l'infidèle. C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle. Et je la veux punir par les sincères vœux, par le profond amour, les soins respectueux, les devoirs empressés, et l'assidu service, dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice. Je compatis sans doute à ce que vous souffrez, et ne méprise point le cœur que vous m'offrez. Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense. Vous pourrez quitter ce désir de vengeance. Lorsque l'injure part d'un objet plein d'appât, on fait force des saints qu'on n'exécute pas. On a beau voir ou pour rompre une raison puissante, une coupable aimée est bientôt innocente. Tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément, et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant. Non. Non, madame, non. L'offense est trop mortelle. Il n'est point de retour, et je romps avec elle. Rien ne saurait changer le dessein que j'en fais, et je me punirai de l'estimer jamais.
Mon courroux redouble à cette approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche, pleinement la confondre, et vous porter après un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits. Ô ciel, de mes transports, puis-je être ici le maître? Oui, quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veut le dire? Et ces soupirs poussés? Et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que de toutes les horreurs dont une âme est capable, à votre déloyauté n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit d'aussi méchant que vous. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui. Oui, je l'ai perdu. Lorsque, dans votre vue, j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Ah, que ce cœur est double, c'est bien l'art de feindre. Et pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout près. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre, et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit? Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi? Vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi son style vous accuse. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. Quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant. Et ce qui m'a fait voir de douceur pour Oronte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte? Oronte? Qui vous dit que la lettre est pour lui? Les gens qui, dans mes mains, l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle le soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous, vers moi, moins coupable en effet? Mais si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il? Et qu'a-t-il de coupable? Ah, le détour est bon, et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait, et me voilà par là convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons un peu. Par quel biais, de quel air vous voulez soutenir un mensonge si clair? Et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes? Ajusté pour couvrir un manquement de foi, ce que je m'en vais lire. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire et de me dire au nez ce que vous m'osez dire. Non, sans s'emporter. Prenez un peu souci de me justifier les termes que voici. Non, je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez n'est de peu d'importance. De grâce, montrez-moi que l'on peut, pour une femme, tourner tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes. Non. Il est pour Oronte et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête, et ne me rompez pas davantage la tête. Ciel! Rien de plus cruel peut-il être inventé? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité? Quoi? Un juste courroux, je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre. Et
c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant, mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris pour l'ingrat objet dont il est trop épris. Ah, que vous savez bien, ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent. Ah, vous prêtez les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous, ici, de paraître fidèle, et je m'efforcerai moi de vous croire tel. Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux. Il ne méritait pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous au bas cesse de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité? Quoi? De mes sentiments l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense. Auprès d'un tel garant sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême, lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, puisque l'honneur du sexe, ennemi de nos feux, s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle, doit-il impunément douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez! De tels soupçons méritent ma colère. Et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelque bonté. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime. Ah, maîtresse, mon faible est étrange pour vous. Et vous me trompez sans doute avec des mots si doux. Mais il m'importe. Il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est toute abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Et si de me trahir, il aura la noirceur. Non! Vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Ah! Rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui! Je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que, d'un pareil sort, mon cœur, l'éclatant sacrifice, vous pût réparer cette injustice, et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Me préserve le ciel que vous ayez matière. Voici Monsieur Dubois, plaisamment figuré. Que veut cet équipage? Et cet air effaré? Qu'as-tu? Monsieur! Eh bien, Voici bien des mystères. qu'est-ce? Nous sommes mal, monsieur, dans nos affaires. Quoi? Parlerai-je? Oui, parle et promptement. Ah, que d'amusement!
veux-tu parler? Monsieur, il faut faire retraite. Comment? Il faut ici déloger sans trompette. Et pourquoi? Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu. La cause. Il faut partir, monsieur, sans dire adieu. Par quelle raison me tiens-tu ce langage? Par la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage. Je te casserai la tête, assurément, si tu ne veux pas t'expliquer autrement. Monsieur, un homme noir et d'habit et de mine est venu vous laisser jusque dans la cuisine un papier griffonné d'une telle façon qu'il faudrait pour le lire être pique des mots. C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute, mais le diable d'enfer, je crois, n'y fait écoute. Bien quoi? Ce papier, qu'a-t-il à démêler, traître, avec le départ dont tu viens me parler? C'est pour vous dire, ici, monsieur, qu'une heure ensuite, un homme qui souvent vous vient rendre visite est venu vous chercher avec empressement, et ne vous trouvant pas, m'a chargé doucement, sachant que je vous sers avec beaucoup de zèle, de vous dire... Attendez, comment est-ce qu'il s'appelle? Laisse là son nom, traître, et dis ce qu'il t'a dit. C'est un de vos amis. Enfin, cela suffit. Il m'a dit que d'ici, votre péril vous chasse, et que d'être arrêté, le sort vous y menace. Mais quoi, n'a-t-il voulu te rien spécifier? Non. Il m'a demandé de l'encre et du papier. Et vous a fait un mot. Vous pourrez, je pense, du fond de ce mystère, avoir la connaissance. Donne-le donc. Que peut envelopper ceci? Je ne sais. J'aspire à m'en voir éclairci. Auras-tu bientôt fait impertinent au diable? Ma foi, joli monsieur, laissez sur votre hauteur. Oh, je ne sais qui me tient. Vous emportez pas et courez démêler un pareil embarras. Quelque soin que je prenne, et jurer d'empêcher que je vous entretienne. Pour en triompher, souffrez à mon amour de vous revoir, madame, avant la fin du jour. Perversité règne au siècle où nous sommes, et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi? Contre ma partie, on voit tout à la fois, l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause. Sur la foi de mon droit, mon âme se repose. Et cependant, je me vois trompé par le succès.
J'ai pour moi la justice. Et je perds mon procès. Quelque sensible tort qu'un tel arrêt me fasse, je me garderai bien de vouloir qu'on le casse. On y voit trop à plein le bon droit maltraité. Et je veux qu'il demeure à la postérité comme une marque insigne, un fameux témoignage de la méchanceté des hommes de notre âge. Ce sont 20 000 francs qu'il m'en pourra coûter. Mais pour 20 000 francs, j'aurai droit de pester contre l'iniquité de la nature humaine et de nourrir contre elle une immortelle haine. Mes enfants, Vos soins sont superflus. Que pouvez-vous encore me dire là-dessus? Aurez-vous bien le front de me vouloir en face? Excusez les horreurs de tout ce qui se passe. Laissez-moi, sans dispute, attendre Célimène. Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi. Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire, éclaircir avec vous une petite affaire. Quant à propos, monsieur, vous vous trouvez ici, et vous êtes mêlé dans cette affaire aussi. Madame, vous serez surprise de ma vue, mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue. Tous deux, ils m'ont trouvé et se sont plaints à moi d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime pour vous croire jamais capable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts et l'amitié passant sur de petits discords, j'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie pour vous voir vous laver de cette calomnie. Oui, madame, voyant d'un esprit adouci, comment vous vous prendrez à soutenir ceci? Cette lettre, par vous, est écrite à qui tendre? Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre? Monsieur, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, et je ne doute pas que sa civilité à connaître sa main n'ait trop su vous instruire. Mais ceci vaut assez la peine de le lire. Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste. Et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Notre grand Flandrin de vicomte, il devrait être ici. Notre grand Flandrin de vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne saurait me revenir. Et depuis que je l'ai vu 3/4 d'heure durant cracher dans un puits pour faire des ronds, je n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis, c'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Pour le petit marquis, qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de plus mince que toute sa personne. Et ce ne sont que de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert, à vous le dé, monsieur. Pour l'homme au ruban vert, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries, son chagrin bourru. Mais il est sans moment où je le trouve le plus fâcheux du monde. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez, que je trouve à dire plus que je ne voudrais dans toutes les parties où l'on m'entraîne, et que c'est un merveilleux assaisonnement au plaisir qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime. Me voici maintenant, moi. Votre clitandre, dont vous me parlez, qui fait tant le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurai de l'amitié.
Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime. Et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez pour être raisonnable vos sentiments contre les siens. Et voyez-moi le plus que vous pourrez pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédé. D'un fort beau caractère, en voilà le modèle, madame. Et vous savez comment cela s'appelle? Il suffit. Nous allons l'un et l'autre, en tout lieu, montrer de votre cœur le portrait glorieux. J'aurai de quoi vous dire, et belle est la matière, mais je ne vous tiens pas digne de ma colère. Et je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs du plus haut prix. moi-même là-dessus. Et ne vous chargez point de ces soins superflus. Mon cœur a pour vous voir prendre ici sa querelle. Il n'est point en état de payer ce grand ami. Et ce n'est pas à vous que je pourrais songer. Si par un autre choix, je cherche à me venger. Et croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette pensée et que de vous avoir, on soit tant empressé? Je vous trouve un esprit bien plein de vanité si de cette créance il peut s'être flatté. Le rebut de madame est une marchandise dont on aurait grand tort d'être aussi fort éprise. Détrompez-vous de grâce et portez le mot. Ce ne sont pas deux gens comme moi qu'il vous faut. Vous feriez bien encore de soupirer pour elle. Et je brûle de voir une union si belle. Eh bien, je me suis tu malgré ce que je vois, et j'ai laissé parler tout le monde avant moi. Et je pris sur moi-même un assez grand empire. Et puis je maintenant... Oui. Vous pouvez tout dire. Vous en êtes en droit lorsque vous vous plaindrez et de me reprocher tout ce que vous voudrez. J'ai tort, je le confesse. Et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici, méprisé le courroux, mais je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable. Je sais combien je dois vous paraître coupable, que toute chose dit que j'ai pu vous trahir, qu'enfin, vous avez sujet de me haïr. Faites-le, j'y consens. Et le puis-je, traîtresse? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse? Et quoiqu'avec ardeur je veuille vous haïr, trouvais-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir? Vous voyez ce que peut une indigne tendresse, et je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse. Mais à vous dire vrai, ce n'est pas encore tout, et vous allez me voir pousser jusqu'au bout. Montrez que c'est à tort que sageux on nous nomme, et que, en tous les cœurs, il est toujours de l'homme. Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. J'en saurai dans mon âme excuser tous les traits, me les couvrirez du nom de faiblesse où le vice du temps porte votre jeunesse.
voulu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains, et que, dans mon désert où j'ai fait vœu de vivre, vous soyez sans tarder résolus à me suivre. C'est par là seulement que dans tous les esprits, vous pouvez réparer le mal de vos écrits, et qu'après cet éclat, qu'un noble cœur aborde, il peut m'être permis de vous aimer encore. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert aller m'ensevelir. Et s'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde, que vous doit importer tout le reste du monde? Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contents? La solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens point la mienne, assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Si le don de ma main peut contenter vos voeux, je pourrais me résoudre à serrer de tels nœuds. Et l'hymen... Non! Mon cœur à présent vous déteste! Et ce refus, lui seul, fait plus que tout le reste. Puisque vous n'êtes point en des liens si doux pour trouver tout en moi, comme moi tout en vous. Allez, je vous refuse. Et ce sensible outrage de vos indignes fers à jamais me dégage. Madame, sans vertu orne votre beauté. Et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité. De vous, depuis longtemps, je fais un cas extrême. Mais laissez-moi toujours vous estimer de même. Souffrez que mon cœur, dans ces troubles divers, ne se présente point à l'honneur de vos fers. Je m'en sens trop indigne, et commence à connaître que le ciel, pour ce nœud, ne m'avait point fait naître, que ce serait pour vous un hommage trop bas que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas. Et qu'enfin... Vous pouvez suivre cette pensée. Ma main de se donner n'est pas embarrassée. Et voilà votre ami, sans trop m'inquiéter, qui, si je l'en priais, la pourrait accepter? Cet honneur, madame, est toute mon envie, et j'y sacrifierai, et mon sang, et ma vie. Puissiez-vous, pour goûter de vrai contentement, l'un pour l'autre, à jamais garder ce sentiment. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on ait la liberté.